La minorité ne suit pas les consignes. Bien, on va écouter tout ça, on reviendra après. Merci beaucoup. François Legault, Dr Arruda et Christian Dubé sont prêts, on les écoute. Donc, Monsieur le Premier ministre, à vous la parole. Bonjour tout le monde. D'abord, je veux en profiter, étant donné que c'est ma première conférence de presse du début de l'année, pour souhaiter à tous les Québécois une bonne année 2021. Évidemment, se souhaiter de la santé, c'est plus approprié que jamais. Ce que je vous souhaite, ce que je nous souhaite, c'est d'être capable, d'ici à la fin de l'année, de revoir nos familles élargies, nos amis. Donc, moi, le premier, je m'ennuie des vendredis soirs, un bon souper avec des amis ou avec les beaux-frères, les belles-sœurs. Donc, on se souhaite tous d'être capables, d'ici le mois de décembre, de recommencer à pouvoir les voir et puis avoir une vie, entre guillemets, un petit peu plus normale, même si ce qui est arrivé avec la pandémie va changer pour de bon beaucoup de choses dans nos vies, mais on aura l'occasion d'en reparler. Évidemment, la dernière année n'a pas été facile. On a mené ce qu'on pourrait appeler la bataille de notre vie et malheureusement, cette bataille-là n'est pas finie. Et on va se dire la vérité, au cours des dernières semaines, la situation de la pandémie s'est empirée. Donc, on a vu le nombre de cas augmenter, le nombre d'hospitalisations augmenter, le nombre de décès augmenter. On a vu nos hôpitaux être engorgés. Donc, la situation est vraiment critique, grave. Et comme premier ministre, une de mes premières responsabilités, c'est d'assurer la sécurité des citoyens, des Québécois. Et donc, oui, je dois prendre avec mon équipe des décisions qui sont difficiles. Et c'est évidemment pour protéger les personnes qui sont plus vulnérables, pour protéger notre réseau de la santé, mais il n'y a pas de solution parfaite, là. Donc, on a beau se creuser la tête puis regarder des dizaines de scénarios. À un moment donné, dans chaque scénario, il y a des inconvénients, entre autres sur la santé mentale. Donc, on a essayé de trouver un équilibre. La première chose qu'on s'est demandé, puis je suis certain que c'est peut-être la question que beaucoup de Québécois se posent aujourd'hui, c'est pourquoi? Pourquoi, avec tous les efforts qu'on a faits, entre autres dans les 2 dernières semaines, pourquoi avec les écoles fermées, la plupart des entreprises fermées, comment ça se fait qu'il y a autant de nouveaux cas à chaque jour? Puis la réponse est un peu dure, c'est que ça s'est passé beaucoup dans les maisons. Donc, il y a beaucoup de gens, entre autres des personnes plus âgées, des personnes plus vulnérables, qui ont été contaminés dans leur maison, puis ils se sont retrouvés à l'hôpital. Donc, face à ce constat, on est obligé aujourd'hui d'annoncer une espèce de traitement choc pour réduire, entre autres, le nombre de visites dans les maisons. Donc, c'est pour ça que je vous annonce qu'à compter de samedi qui vient, pour 4 semaines, on va avoir un couvre-feu au Québec de 8 heures le soir à 5 heures le matin. Ça veut dire qu'à part pour aller travailler, les personnes ne pourront pas être à l'extérieur de leur domicile entre 8 heures le soir et 5 heures le matin, donc du 9 janvier jusqu'au 8 février. Malheureusement aussi, on doit poursuivre le confinement dans certains secteurs. Les bureaux, le télétravail va continuer d'être obligatoire. Les commerces non essentiels vont continuer d'être fermés, tout ça jusqu'au 8 février. Le seul changement qu'on apporte dans les commerces, c'est que la cueillette va être permise. Donc, quelqu'un qui va aller chercher un habit de neige à la porte d'un commerce va pouvoir le faire. Ça va permettre à certaines personnes d'être dépannées, puis à certains commerces de vendre un peu, mais évidemment, on comprend bien là, que c'est quand même très limité. Pour ce qui est des épiceries et des dépanneurs,
compte tenu du couvre-feu qui est à 8 heures, bien, on demande à toutes les épiceries, à tous les dépanneurs de fermer à 7h30, donc 19h30, donc donner le temps ensuite aux gens de se rendre chez eux. Et on fait une exception, c'est pour les dépanneurs où il y a une station-service. Et il y a aussi les pharmacies qui vont pouvoir être ouvertes après 8 heures. Malheureusement aussi, les restaurants, gyms, théâtres, cinémas vont rester fermés aussi jusqu'au 8 février. Donc, quand on dit qu'on donne un électrochoc, c'est vraiment pour 4 semaines. C'est une période qui devrait permettre de faire une différence. Peut-être précision importante, là, parce que on a eu des appels d'un dernier jour, d'un dernières heures, les tournages pour les films, pour les séries télévisées, étant donné qu'ils sont encadrés avec des consignes, vont pouvoir se poursuivre. Je pense que c'est important, ne serait-ce que pour se divertir, que ces séries-là se poursuivent. Les lieux de culte, on savait que jusqu'à présent, on avait le droit d'être 25. Maintenant, ça va être interdit. On a vu qu'à certains endroits, ça avait créé des problèmes. La seule exception qu'on va faire, c'est pour les funérailles. Donc, les funérailles, on va limiter à 10 personnes. Bon, maintenant, peut-être le sujet qui était le plus débattu, les écoles. Évidemment, c'est très déchirant quand on parle des écoles. Et puis, encore là, on va se dire la vérité. Oui, on regarde dans les derniers mois, il y a eu des éclosions dans certaines classes. C'est peut-être 2-3 % des classes seulement, mais il y a des éclosions. Par contre, je l'ai déjà dit, puis je le répète, pour moi, c'est la priorité, l'école. On doit ça à nos jeunes, nos enfants doivent pouvoir continuer d'apprendre. Donc, on s'est entendu avec la santé publique que, comme prévu, les écoles primaires vont rouvrir lundi prochain, le 11 janvier, donc comme prévu. Ce changement qu'on a fait, puis ça vient aider du côté des potentiels problèmes qu'amènent les aérosols. On va demander aux enfants de porter un masque ou un couvre-visage, je devrais dire, dans les corridors, puis les élèves de 5e et de 6e année de porter un couvre-visage en classe. Bon, évidemment, il va y avoir toute la question de l'aération, des prises de CO2. Il y aura un point de presse demain du ministre de l'Éducation pour vous en dire plus long. Pour les écoles secondaires, étant donné que c'est possible de bien faire de l'enseignement en ligne, ce qui est beaucoup plus difficile au primaire, on a convenu de faire une semaine de plus d'enseignement en ligne. Donc, les cours dans les écoles secondaires vont reprendre le 18 janvier. Mais là, le gouvernement va fournir 2 masques de procédure, exactement comme celui que j'ai actuellement, par jour à chaque élève puis chaque enseignant, donc dans toutes les écoles secondaires au Québec. Et donc, tous les élèves du secondaire devront porter un masque de procédure. On en a assez, on est capable d'en fournir à tout le monde. Encore là, je le répète, Jean-François Roberge va faire un point de presse vendredi. Je ne sais pas si je dit jeudi, mais c'est vendredi. Donc, après-demain. Et puis, on a beaucoup travaillé dans les derniers jours, dans les dernières semaines, sur 3 sujets. D'abord, le tutorat pour les enfants qui ont des difficultés. Puis, évidemment, ces enfants-là, en ayant manqué du temps de présence en classe, ont peut-être encore plus besoin d'aide qu'à l'habitude. Il y a un deuxième sujet qui touche à toute la réorganisation scolaire, entre autres la pondération des examens, le contenu pédagogique. Donc, ça, c'est la deuxième section. Puis la troisième section, ce sont des mesures d'aide que Jean-François va annoncer pour les enfants qui ont des problèmes de santé mentale. On le sait, le fait que les enfants ont été plus isolés, puis bon, vivent une vie qui est assez spéciale depuis 10 mois. Il y aura donc des mesures qui vont être ajoutées. L'autre mesure aussi qui touche indirectement à nos élèves, toute la question des bibliothèques municipales.
Bon, d'abord, c'est important, c'est pas tout le monde qui le savait, là. Déjà, c'est permis d'aller à la bibliothèque municipale emprunter des livres. Par contre, c'était pas possible d'aller étudier à la bibliothèque. Là, on va permettre, tout en respectant les distanciations, d'aller étudier dans les bibliothèques municipales. L'objectif, entre autres, qui est visé, c'est de permettre aux enfants qui n'ont pas à la maison Internet haute vitesse d'y avoir accès dans les bibliothèques municipales. D'avoir aussi, dans certains cas, une place tranquille pour étudier, pour lire. Concernant les activités extérieures, ça aussi, on en a beaucoup discuté. C'est un équilibre qui est fragile entre la santé physique et la santé mentale. Donc, on a choisi de laisser possible, donc c'est permis, toutes les activités individuelles. Donc, on ne veut pas, par exemple, des leçons de ski, ça ne sera pas possible, mais faire du ski alpin, prendre une marche, faire du ski de fond, aller patiner, là, sans que ce soit des équipes organisées, ça va être possible d'être fait. Donc, mais ça va être on doit rester à l'intérieur de la bulle de notre maison. Peut-être un mot sur la santé mentale. Très conscient, là, je viens d'en parler, que les mesures ont un impact négatif sur la santé mentale. D'ailleurs, c'est pour ça, entre autres, qu'on veut garder des activités à l'extérieur. Mais je veux juste vous dire, le ministre Lionel Carman a travaillé très fort depuis le début de la pandémie. On a ajouté plus de 300 employés et les listes d'attente diminuent. Donc, n'hésitez pas à demander des services, là, tout le monde, je ne parle pas juste des jeunes, qui ont des difficultés de santé mentale. Donc, maintenant, je veux vous parler des personnes de 65 ans et plus. Bon, moi, j'ai 63 ans, donc bientôt, je vais me sentir visé. Puis, je ne veux pas stigmatiser les personnes de 65 ans et plus, mais vous allez le voir tantôt, Christian a un tableau, entre autres, là, qui est très parlant. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la règle du 20-80. Elle s'applique dans notre cas ici. Les personnes de 65 ans et plus représentent 20 de la population au Québec, mais représentent 80 des personnes qui sont hospitalisées à cause de la COVID. Donc, c'est factuel. Si on veut faire des efforts pour réduire les hospitalisations, pour réduire les décès, il faut beaucoup mieux protéger les personnes de 65 ans et plus. Donc, ce que ça veut dire concrètement, là, puis je lance un appel d'abord aux personnes de 65 ans et plus, c'est pas de brimer vos libertés, mais c'est important le plus possible de rester à la maison, de ne pas prendre de chance. Puis je m'adresse aussi à tous ceux qui n'ont pas 65 ans, s'il vous plaît, faites attention. Ce n'est pas le temps de prendre des risques et d'aller peut-être contaminer votre mère, votre grand-père. C'est facile, on l'a vu, là, on a 2500 et plus nouveaux cas par jour, donc le virus se transmet très facilement. C'est beaucoup transmis dans les maisons, donc soyez hyper prudents. On doit faire un effort spécial pour les 4 prochaines semaines auprès des personnes là, qui ont 65 ans et plus. Puis, entre autres, je veux le préciser, je comprends que dans certains cas, pour des raisons pratiques, les grands-parents, ça va leur arriver de garder un enfant, garder un petit enfant, c'est pas une bonne idée. C'est pas une bonne idée parce que les enfants, bon, oui, ont beaucoup moins de risques d'avoir des conséquences graves, mais peuvent transmettre le virus à leur grand-mère, à leur grand-père. Donc, c'est pas une bonne idée de faire garder les enfants par des personnes de 65 ans et plus. Donc, ce qu'on demande finalement aux Québécois, c'est de dire, à part le travail, à part d'aller à l'école, à part d'aller se nourrir,
faut rester à la maison. On peut aller prendre une marche, là, puis c'est possible de le faire avant 8 heures. Là, quand j'entends des gens dire « Ah, ben je pourrais plus prendre ma marche. » là. Écoutez, là, si vous voulez travailler un petit peu plus tard, vous travaillerez après 8 heures, mais à la maison. Mais je pense que c'est possible, c'est souhaitable d'aller prendre une marche. Mais c'est important, dans les 4 prochaines semaines, de donner un effort. On parle vraiment de sauver des vies et de sauver notre système de santé. Peut-être un mot sur les policiers. Bon. D'abord, je vais être très clair. Geneviève Guilbeault va faire un point de presse demain pour expliquer en pratique ce qu'elle demande au corps policier. Mais ce qu'on demande aux policiers, c'est de faire respecter les consignes. Donc, ça veut dire que les personnes, par exemple, qui seraient à l'extérieur de la maison le soir, après 8 heures, sans raison, pourraient avoir une amende entre 1 000 et 6 000 $. Puis on a demandé aux policiers, parce que je pense que si on veut que les Québécois respectent les consignes, il faut envoyer un message clair que les autres Québécois, que les voisins, que les autres ailleurs dans les autres régions, ben font la même chose. Eux autres aussi respectent les consignes. Puis s'ils le font pas, ben il y a des conséquences. Puis je vais en profiter pour remercier les policiers. Les policiers là, sont vraiment des alliés importants dans la lutte contre le virus. Puis depuis 10 mois, sont au front, jour après jour, font un travail qui n'est pas facile, mais on a besoin de les appuyer. En tout cas, moi, j'ai besoin des policiers, puis le Québec a besoin des policiers pour être capable de réussir ce traitement choc dans les 4 prochaines semaines. Peut-être un mot, tantôt, Christian va ajouter sur les vaccins, mais je veux quand même faire une mise au point, là. Contrairement à ce que dit Justin Trudeau, tous les vaccins qu'on reçoit à chaque semaine sont utilisés à chaque semaine. Quand Justin Trudeau nous dit on va envoyer aux provinces 1,2 million de doses d'ici la fin janvier, ça c'est pour toutes les provinces. Ça veut dire 233 000 doses pour le Québec. D'ici la fin janvier. Nous, on est capable d'utiliser ça dans une semaine. On est capable d'en faire 250 000 dans une semaine. Donc, il n'y a pas de problème. Là, on pourrait vacciner 4 fois plus de personnes que ce qu'on fait actuellement, mais on n'a pas assez de doses. Donc, je veux passer un message très clair à Justin Trudeau, là, au lieu de faire la leçon aux provinces sur les normes dans les CHSLD puis sur les vaccins, bien, qui s'occupe d'abord de nous approvisionner plus rapidement en vaccins, puis qui s'occupe aussi de mieux contrôler le suivi auprès des voyageurs qui reviennent au Canada. Donc, je conclus en vous disant que le prochain mois va être critique. On est comme dans une course contre la montre. Malheureusement, on a comme un peu perdu cette course-là dans les dernières semaines, mais on est capable de la gagner, cette course-là, mais il faut faire des efforts. C'est pour ça qu'on annonce aujourd'hui un électrochoc. C'est pour, je le répète, sauver des vies, sauver notre système de santé. Donc, on est actuellement, pour le prochain mois, au pire de la bataille. C'est maintenant qu'il faut réduire la contagion. Donc, je compte sur tous les Québécois, je compte sur vous autres. Merci pour vos efforts. Good evening, everyone. Nous allons bien sûr revenir pour la période de questions, mais un petit tour de table pendant que M. Legault va répéter rapidement en anglais ce qu'il vient de dire. Martine, Sébastien, Christian, rebonsoir. Alors, électrochoc, Martine, vous le disiez, couvre-feu à compter de samedi de 8 h, de 20 h à 5 h du matin. La bonne nouvelle à l'opposé, c'est que les écoles primaires, comme prévu, vont rouvrir lundi. Il y a beaucoup de parents qui ont fait « ouf ». Martine, commentaire général. Honnêtement, là-dessus, il réussit. Il a dit que c'était la priorité, l'éducation, et il remplit sa promesse. Il n'a pas parlé des services de garde, si je ne m'abuse, mais ils doivent être ouverts, là, c'est ce que j'en comprends, ainsi que les garderies. Il parle de la bataille de notre vie et il est passé bien proche de dire qu'elle était presque perdue. Alors, il tente le tout pour le tout avec ce confinement pour essayer de ralentir la propagation du virus.
En même temps, le gouvernement a aussi ses responsabilités. L'opération vaccination ne va pas aussi bien. Et là, il lance la balle vraiment dans le camp fédéral. Mais à Québec, là, il faudra que les choses aillent plus rondement. Là. Pour l'instant, ça part beaucoup plus lentement que prévu. Et s'il veut réussir, il doit réussir lui aussi cet aspect-là du contrôle. Sébastien, je vous rappelle, mesdames et messieurs, on retourne dès que les questions commencent, bien sûr. Sébastien, commentaire général. Oui, je précise que le communiqué dit que les services de garde éducatifs à l'enfance demeurent ouverts pour tous et les places en service de garde en milieu scolaire continueront d'être réservées pour les enfants des travailleurs essentiels. Ça, donc, on fait une différence entre services de garde à l'enfance, les 0-5 ans dans les CPE, mais ça reste ouvert pour tout le monde. Mais dans les services de garde pour les écoles, ça reste ouvert pour les travailleurs des services essentiels. Il serre la vis, il a l'impression de devoir le faire. Je n'ai pas encore saisi tout à fait pourquoi le couvre-feu est nécessaire. Puis ça va peut-être passer la rondelle à Christian qui remet en question cette mesure-là. Mais il faudrait qu'il m'explique un peu plus pourquoi le couvre-feu est si nécessaire. Qu'est-ce que ça va changer? Parce que c'est une mesure très contraignante pour les gens. Pourquoi très exactement? Christian Dufour, est-ce que vous avez été convaincu, vous? Ben, moi aussi, j'ai noté qu'il n'y a pas de justification du couvre-feu. C'est comme si on prend pour acquis qu'il faut imposer un couvre-feu. Or, c'est une mesure extrêmement liberticide. Il me semble que le gouvernement doit le justifier davantage que ça. Donc, on retrouve le communicateur exceptionnel, qui est François Legault, qui est toujours sympathique. La forme est très douce. Le fond est extrêmement dur. On parle quand même de traitement de choc sur une population qui est déjà, je trouve, très, très, très déprimée. La question qu'il faut se poser, c'est qu'on dit déjà que durant les fêtes, beaucoup de Québécois n'ont pas assez suivi les consignes. Bon, est-ce que si on met plus de répression, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce qu'ils vont suivre encore plus les consignes ou pas? Moi, c'est la question que je me pose. Mais vraiment, la question, là, ce qui frappe, c'est que le confinement, vraiment, le couvre-feu, là, il faut le justifier plus que ça. C'est quand même très liberticide, ça. Un petit mot, Martine, avant de redonner la parole à M. Legault. Est-ce qu'il n'aurait pas pu, en effet, expliquer davantage ce que scientifiquement, ça va faire, le couvre-feu? Il y a un sondage léger là, qui est sorti au début de la semaine qui démontrait que la moitié, en fait, des Canadiens avaient légèrement triché pendant le temps des fêtes. Et la tranche d'âge qui a le plus triché, c'est entre 18 et 29 ans. Et c'est eux qu'on veut ramener à la maison. On va écouter M. Dubé qui parle soit de vaccination. On va l'écouter. Je vais essayer de révéler les 4 grandes composantes. La première, j'aimerais réitérer le point que le premier ministre a fait. Toutes les doses que l'on va recevoir vont être vaccinées dans les jours qui vont suivre parce qu'on est capable de faire, puis je le répète, là, une expérience qu'on a de l'influenza, on est capable de vacciner en ce moment avec l'équipe 250 000 personnes par semaine. Alors, ils peuvent en envoyer des doses au fédéral, on est capable de les prendre. Bon, maintenant, j'ai résumé le tableau ici en 4 composantes. La première, c'est pour être capable que les gens comprennent bien les catégories de personnes que l'on veut vacciner au cours des prochains mois, qui sont en ligne finalement avec ce que le cycle, rappelez-vous, la commission d'immunisation, mais aussi les recommandations de la santé publique qui met l'emphase justement sur les CHSLD et les différentes personnes que l'on veut vacciner. Je pense que vous les connaissez bien. Le deuxième, c'est d'être capable de dire maintenant l'effort que l'on demande aujourd'hui pour le prochain mois, où est-ce que ça va nous mettre dans un mois? Alors, j'irai tout de suite en vous montrant que si vous prenez le fait qu'on aurait vacciné la totalité des personnes en CHSLD, qui sont nos plus vulnérables, une bonne portion des gens qui sont dans le réseau de la santé, plus une portion très importante des RPA, des résidences pour personnes âgées, je m'excuse, ça veut dire qu'au 8 février, on aurait déjà vacciné 250 000 personnes. Alors, 250 000 personnes au 8 février, et c'est pour ça que vous faites le lien avec la période de confinement, montrait qu'on aurait déjà réglé un problème très important au nombre, non seulement à nos décès, mais pour le graphique que je vous montrerai plus tard aussi, des personnes, justement, qui sont dans nos hôpitaux et qui causent la congestion que nous avons en ce moment. Alors, ce qui est intéressant de noter, puis je terminerai là-dessus, c'est que lorsqu'on va suivre, puis je pense que c'est important pour la population, puis je le répète, c'est pour ça que je pense que le premier ministre a mis le message, non seulement on est capable de vacciner, mais on peut en prendre plus. Et ce que je voudrais rassurer la population, c'est que chaque dose qui est montrée par le fédéral, qui va nous être rendue disponible,
On va les indiquer à chaque semaine sur notre site Web, puis à tous les jours, comme on a commencé à le faire depuis le début, depuis la première journée de vaccination. Et je le répète, on va mettre à jour le chiffre que vous voyez ici, là, qui, en date d'hier soir, à la vaccination qui a pris fin à la fin de la journée, on avait déjà 38 000 personnes qui étaient vaccinées. Et ça, c'est par rapport au premier vaccin que nous avons reçu. Alors, les gens vont être capables de voir le lien et l'efficacité de vaccination que l'on a. Dernier commentaire sur ça, sans aller trop dans le détail, j'aimerais rappeler que hier seulement, on a fait plus de 6 000 vaccins. 6 000 vaccins, si on met ça sur un mois, on est proche déjà du 200 000 vaccins dans un mois, puis on n'a pas atteint encore notre vitesse de croisière. Alors, c'est pour ça, je le répète, on est capable de vacciner, on est capable d'avoir des vaccins. Et je termine là-dessus. Merci, Christian. Donc, merci. Nous allons maintenant passer à la période des questions. Vu le nombre élevé de journalistes, on va prendre une question, une sous-question par journaliste. Je donnerai la parole aux journalistes qui se sont inscrits virtuellement et qui lèveront la main sur leur application. Et je vous prierai, s'il vous plaît, de bien vouloir indiquer à qui votre question s'adresse. On va d'abord débuter avec Alain Laforêt de TVA Nouvelles. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, M. Laforêt. Bon, la mesure ultime, Monsieur le Premier ministre, c'est le couvre-feu. Il est très clair qu'on se pose la question aujourd'hui, est-ce que vous agissez de la sorte parce que vous sentez que le réseau de la santé va arriver d'ici peut-être un mois ou deux à faire des choix, à savoir qui on traite et qui on ne traite pas de la COVID? Bien, on veut justement éviter d'avoir ces choix-là à faire. Je voyais des articles hier où on disait à Los Angeles, là, donc c'est quand même pas une petite ville, où on est à faire ce genre de choix-là. Pour l'instant, on ne prévoit pas être obligé de faire des choix entre les patients, mais on prend les mesures justement pour ne pas se rendre là. En sous-question. Les personnes seules, M. Legault, il y a beaucoup d'inquiétudes. Il y a des gens qui se demandent aujourd'hui est-ce qu'ils seront seuls pour le prochain mois. On pouvait également permettre de rencontrer des amis à l'extérieur. Et là, il semble, dans vos consignes, que c'est terminé, il faut rester en famille. Plus question de se réunir pour faire des activités avec des amis à l'extérieur. Qu'en est-il? OK. Bon, d'abord, les personnes seules peuvent toujours recevoir une personne seule, mais je leur demande d'être hyper prudents, donc masque et rester à 2 mètres. Maintenant, à l'extérieur, c'était pas possible et c'est toujours pas possible d'être pendant un bon bout de temps là, en compagnie de quelqu'un qui n'est pas dans sa bulle familiale, donc qui n'habite pas la même maison. Donc ça, il n'y a pas de changement vraiment de ce côté-là. Merci. On va passer à Sébastien Beauvais de Radio-Canada. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien, M. Beauvais. Très bien. Excusez-moi, j'étais sur mute. C'est un classique de 2020. J'aimerais connaître la science derrière l'efficacité du couvre-feu. Pourquoi menacez-vous les promeneurs du soir d'amende de 1 000 à 6 000 $? Qu'est-ce que ça va changer dans la lutte contre la COVID? Les mesures qu'on met pour la COVID sont cumulatives les unes avec les autres. Il n'y a pas de science qui va être capable de vous dire que telle mesure va avoir tel pourcentage d'effet. Bon, il faut comprendre que, puis là je tiens à le dire, s'il y a eu autant de cas qui se sont maintenus, on a réussi à stabiliser avec une croissance maintenant qui est en train de monter rapidement, c'est qu'il y a eu des rassemblements, il y a eu des contacts. Là, je pense qu'il faut être au clair avec ça, là. Puis là, notre objectif n'est pas de critiquer, de pénaliser ou etc. D'ailleurs, j'en parlerai tantôt pour la question des gens qui ont des symptômes qui doivent se présenter. Le couvre-feu, ce qu'il fait, c'est qu'il passe un signal, mais aussi il permet de diminuer les activités et les possibilités de contact qui peuvent continuer à partir d'une certaine heure. Fait que je pense que si vous me demandez, là, est-ce qu'il y a une étude contrôlée qui démontre ça, la réponse est non. Mais à un moment donné, il faut être capable de faire des mesures qui, ensemble, vont diminuer la probabilité de rassemblement ou de contact. Les gens, pendant le temps des fêtes, n'ont probablement pas fait de gros parties, mais tout le monde s'est donné des rassemblements avec des petites familles, le beau-frère, l'autre jour, un autre. Et cette somme-là entraîne énormément d'effets. Un petit nombre va entraîner beaucoup de cas. Et à cause de la transmission communautaire qui est partout actuellement, c'est encore plus significatif.
j'aimerais quand même profiter du fait que je parle pour vous dire une chose. Les gens ont diminué la distanciation, portent le masque de moins en moins bien, se lavent de moins en moins les mains. Il faut recommencer ça comme on l'a fait au printemps de façon intensive. Si vous avez des symptômes, actuellement, il n'y a pas de grippe au Québec. Si vous avez des symptômes qui s'apparentent à la grippe, c'est probablement du COVID-19. On vous demande de vous isoler rapidement, d'aller passer un test, parce que là, on sent que les gens ne viennent plus passer un test, et d'attendre les résultats de santé publique. Si les gens de santé publique vous appellent pour vous demander si vous avez eu des contacts, il y a des gens actuellement qui ne veulent pas le dire parce qu'ils ont peur qu'on les déclare à la sécurité publique qui vont payer une amende. On n'est pas là pour vous chicaner ni pour vous embêter. On est là pour baisser le cycle de transmission. Donc, c'est un devoir actuellement de prendre la distanciation, de porter le masque, de faire l'hygiène, de respecter toutes les consignes et de collaborer avec la santé publique pour qu'on puisse casser le cycle de transmission. C'est une question de vie, de mort, de maintien de soins. On ne veut pas arriver à ce que des gens meurent par infarctus parce qu'ils n'ont pas été accédés à l'urgence ou quoi que ce soit. Là. Je vous en prie, c'est très sérieux. Et heureusement, le vaccin est là pour nous aider, comme disait le ministre. On voit cette fois-ci de l'espoir par rapport à ça. On va protéger nos aînés, on va protéger nos travailleurs de la santé, mais de grâce, faites votre effort. Ma sous-question s'adresse au premier ministre. Monsieur Legault, c'est un enjeu périphérique, mais qui frappe quand même les esprits. Au moment où vous demandez aux Québécois de rentrer chez eux, où vous leur demandez de faire des sacrifices, au moment où il y en a qui se demandent comment ils vont faire pour payer leurs factures, vous autorisez les multimillionnaires du Canadien de Montréal à encaisser leurs chèques et pratiquer leur sport et à continuer leur vie comme si de rien n'était. Comment est-ce que vous expliquez ce qui peut apparaître comme une incohérence? Bon. Bien, d'abord, je parlais aussi des tournages de séries à la télévision. Je pense qu'il y a beaucoup de Québécois qui ont hâte de revoir les matchs de hockey à la télévision. Selon la cédule qui a été déposée par la Ligue nationale, les matchs commencent le 13 janvier. Le Canadien commence contre les Maple Leafs à Toronto, mais il n'y a pas de match à Montréal avant le 27 janvier. Les gens du Canadien de Montréal ont eu des longues discussions avec la santé publique. Il y a des consignes très sévères qui ont été mises en place. Donc, il n'y aura pas de spectateurs. Les gens vont se faire tester à tous les jours, vont être obligés d'être chez eux, ne pourront pas visiter d'autres personnes, etc., etc. Donc, moi, je pense que les Québécois souhaitent avoir des émissions de télévision, souhaitent avoir des matchs de hockey. C'est fait d'une façon complètement sécuritaire. Puis, bon, ils ont les moyens pour être capables de se payer cette sécurité-là. On va passer à Geneviève Lajoie du Journal de Montréal. Bonjour, m'entendez-vous? Oui, très bien. Bonjour, M. Legault. Écoutez, je ne vous ai pas entendu sur deux secteurs très importants, c'est-à-dire la construction et le secteur manufacturier, deux secteurs où les éclosions ont été il y a eu beaucoup d'éclosions dans les derniers mois. Donc, je veux savoir qu'est-ce qui se passe avec ces deux secteurs névralgiques. OK. Ce qu'on fait avec le manufacturier puis la construction, bon, d'abord, il faut comprendre qu'au printemps, le Québec est à peu près le seul endroit au monde qui a fermé ces deux secteurs-là. Ni en Ontario, ni dans les autres pays, c'était fermé. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il y a beaucoup de produits qui sont essentiels dans le manufacturier. Donc, ils fabriquent des produits qu'on consomme qui sont essentiels. Donc, ce qu'on demande aux compagnies dans le secteur manufacturier et dans le secteur de la construction, c'est de reporter la production de tout ce qui n'est pas essentiel et, par contre, ils peuvent continuer à opérer pour produire ce qui est essentiel. D'accord, merci. Pour ce qui est maintenant des mesures pour les écoles, on vous a entendu dire que c'est toujours votre priorité. Donc, finalement, le retour en classe des écoliers du primaire donc n'est pas repoussé, mais il y aura des mesures sanitaires supplémentaires, le port du masque notamment en classe pour les 5 et 6e années, et même pour le secondaire aussi, il y a des mesures additionnelles pour les élèves. Je veux savoir si ces mesures-là, c'est jusqu'au 8 février ou elles s'étendront jusqu'à la fin de l'année, ou en tout cas pour une période plus longue. Bien, je pense que tant que la transmission va être intensive, les gens vont devoir appliquer les mesures. Là, je pense que ça, c'est
assez clair. Il faut comprendre que ces mesures-là, premièrement, dans tous les secteurs d'activité, même dans les manufactures ou ailleurs, il faut renforcer nos messages de prévention parce qu'il y a toujours un certain relâchement. Vous savez, c'est pas naturel de porter un masque, d'être à 2 mètres de distance, etc. Donc, les mesures vont être maintenues tant et aussi longtemps qu'il y aura une circulation intensive, qu'on n'aura pas atteint aussi un taux de vaccination adéquat pour que le virus baisse à des éléments. Je pense que c'est du renforcement. Puis du côté de l'école secondaire, bien, le masque de procédure qui est plus facile, qui est meilleur protecteur à porter, etc., va être un ajout supplémentaire dans le contexte où il y a une très, très grande circulation dans la communauté. On va y aller avec Marie-Michel Sioui, Le Devoir. Bonjour à tous les trois, vous m'entendez bien? Oui, on vous entend bien. Je voulais savoir, M. Legault, quel est votre plan de match pour les sans-abri? Où doivent-ils aller à 20 heures? Que doivent faire les policiers qui les rencontrent dans les rues après cette heure-là? On en a discuté ce matin. Ce qu'on souhaite, c'est que les itinérants se retrouvent aussi à l'intérieur. Donc, il y a des endroits qui sont prévus. Donc, ce qu'on souhaite, évidemment, en plus avec le froid, on souhaite qu'ils soient à l'intérieur, puis il y a assez de places de disponibles. Question maintenant pour M. Dubé. Des spécialistes en immunologie disent que vous devriez faire marche arrière pour donner la deuxième dose du vaccin selon le calendrier des fabricants. Il y a des enjeux éthiques qui sont soulevés, des enjeux aussi par rapport à la mutation du virus pour s'adapter au vaccin. Est-ce que, à la lumière des nouvelles informations, vous pourriez, d'une part, revoir votre décision, puis d'autre part, est-ce qu'elle serait la même si le système de santé n'était pas en ce moment au bord de la rupture? Bien, écoutez, premièrement, là, je veux vous dire, comme toujours, qu'on s'est fié aux recommandations de la santé publique. Il y avait un débat dans les premières semaines parce qu'il y avait des exigences du côté de Pfizer de garder la deuxième dose. Mais lorsque ça a été clarifié, on a pris les décisions qui s'imposaient. Puis je pense que si Dr Arruda veut commenter, je peux le laisser compléter. Il faut comprendre qu'on est en pandémie et qu'il y a des gens qui meurent actuellement. Et je tiens à vous dire qu'au Québec, on a déjà fait des travaux sur ce qu'on appelle des calendriers modifiés par rapport à ce que recommandent les compagnies, et ça a donné des résultats adéquats. On ne fait pas ça comme ça en décidant un matin comme tel. Les données que le Comité d'immunisation du Québec nous a fait des recommandations. D'autres pays, notamment même en Angleterre, font la même chose actuellement. On pense que de protéger le maximum de personnes à court terme, ça va sauver des vies de façon importante, et que les gens qui ont reçu une dose, du moins pour une certaine période, qui va aller au-delà de 21 jours, c'est sûr, vont avoir la protection. Donc, dans un contexte de santé publique et de pandémie, on n'est pas dans une situation comme d'habitude, on est dans une situation où il y a du monde qui meurt à chaque jour. Plus de gens à haut risque on va protéger en un court terme, plus de vies on va sauver. Quant à la période où on donnera la deuxième dose, on va suivre, il va y avoir des études, on va faire des recherches par rapport à ça, puis on ajustera pour la question de la deuxième dose. Mais il me semble ici que de sauver des vies dans l'ensemble du Québec est plus important qu'une protection individuelle qui d'ailleurs est présente actuellement parce qu'une dose donne une protection quand même assez adéquate. Avant de passer à une prochaine question, on a reçu une question de Philippe Bonneville de Cogeco Nouvelles qui est adressée au Premier ministre. Donc, est-ce que c'est uniquement en raison du fédéral si aussi peu de Québécois ont été vaccinés jusqu'à maintenant, ou si votre gouvernement a une part de responsabilité dans la lenteur de l'opération de vaccination? Bon, moi, ce que j'ai dit, puis je répète, c'est qu'à chaque semaine, durant la semaine, on reçoit des doses, puis dans la semaine qui suit la réception des doses, bien, sont utilisées des doses. Donc, nous, actuellement, on vaccine à peu près 40 000, bien 6 000 par jour, donc fois 7, 42 000. On pourrait vacciner 250 000 par semaine au lieu de 40 000. Donc, on souhaite en recevoir plus, puis actuellement, bien, on trouve que c'est insuffisant d'en recevoir seulement 233 000 d'ici la fin du mois de janvier. En sous-question, est-ce que les policiers mettront en place des barrages ou des opérations pour s'assurer du respect du couvre-feu? Bon, déjà, les policiers ont beaucoup de choses à surveiller, beaucoup de consignes à surveiller. Donc, on fait le choix que ce n'est pas une priorité de surveiller les voyages entre les régions. Évidemment, on continue de les déconseiller, les voyages entre les régions, mais on préfère que les policiers s'assurent du respect des autres consignes
qui sont sujettes à amende. On va passer à Stéphanie Marin, La Presse canadienne. Bonjour, messieurs. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Fantastique. Alors, monsieur le Premier ministre, ma première question, si j'ai bien compris, le couvre-feu va être imposé dans l'ensemble du Québec. Or, la situation de toutes les régions n'est pas la même. Sur la Côte-Nord, par exemple, j'ai remarqué qu'au cours des 3 derniers jours, il y a juste eu un seul cas de contamination à la COVID-19 qui s'est ajouté. Alors, pourquoi ne pas procéder région par région selon leur situation particulière? Bon, la seule région qui va être exclue, c'est le nord du Québec. Quand on regarde les différentes régions actuellement, puis qu'on regarde les capacités hospitalières, on considère qu'il y a du risque actuellement dans toutes les régions. Donc, on ne considère pas qu'il devrait y avoir des mesures différentes, sauf pour le nord du Québec. D'accord. Puis ma seconde question, c'est en lien avec le couvre-feu toujours. Il n'y a pas juste les employés d'épicerie puis de dépanneurs. Il y a toutes sortes de travailleurs au Québec qui terminent bien après 20 heures, des employés du réseau de la santé, le transport en commun, etc. Est-ce que ces gens-là vont devoir être munis d'une lettre de leur employeur pour prouver à un policier qui va peut-être les arrêter qu'ils ont droit d'être dehors parce qu'ils reviennent de leur travail puis qu'ils rentrent chez eux? Oui. Bon, d'abord, oui, vous avez raison. Il y a plusieurs travailleurs, par exemple les travailleurs du secteur des transports en commun qui travaillent après 8 heures, qui vont pouvoir circuler après 8 heures PM. Pour l'instant, il n'y a pas de document, mais on travaille actuellement à mettre en place un document pour faciliter le travail des policiers. Mais dès samedi, les policiers vont pouvoir arrêter des personnes qui circulent après 8 heures puis leur poser des questions. Peut-être, Monsieur le Premier ministre, peut-être en ligne avec la question qui nous est demandée, pourquoi on le fait partout, c'est peut-être le temps de faire la mise au point que vous m'avez demandé sur les hospitalisations. Oui. Parce que je pense qu'on doit se rappeler qu'une des raisons pour laquelle on fait tout cet effort-là, encore plus important au cours des prochaines semaines, c'est pour les hospitalisations. Puis tout à l'heure, le premier ministre vous a, si vous me donnez peut-être 2 minutes pour le faire, je vais le faire rapidement. On a fait l'analyse très détaillée au cours des dernières semaines, les derniers mois, du nombre de cas que l'on a à tous les jours. Puis ce que vous voyez ici, c'est une représentation très simple de 3 catégories d'âge. C'est-à-dire que, je vais les appeler les enfants ou les jeunes adolescents de 17 ans et moins. Puis vous voyez quand même la baisse du nombre de cas lorsqu'on se rapproche du 2 janvier. Puis ça, c'est normal, c'est la fermeture des écoles, mais il y a eu quand même des contaminations durant les fêtes. Le bloc important ici, c'est les 18 à 64 ans. On va les appeler des travailleurs principalement. Et ici, vous avez les personnes de 65 ans et plus dans les 3 catégories qu'on dit souvent, le 65 à 74, 74 et plus, et 85 ans et plus. Ce que vous voyez très bien, là, c'est relativement stable avec une augmentation peut-être des travailleurs ici et une baisse au niveau des étudiants. Bon, ça, c'est le premier point. Mais le deuxième graphique, je pense qu'il est très important à faire le lien, c'est de comprendre que la catégorie de 20 % de la population, je reviens au chiffre que le premier ministre a dit, regardez le changement de couleur ici. Donc, je vous ai dit tantôt, les 65 ans et plus, qui représentaient à peu près 20 % des personnes qui sont contaminées, représentent environ 80 % des personnes qui sont à l'hôpital. Et ça, c'est très clair quand vous faites cette comparaison. Puis je le rappelle, ces tableaux-là vont être disponibles sur notre site. Ce qui est important de se rappeler aussi, c'est que ces personnes-là ici, tout à l'heure, on le voit, c'est quand même assez stable en termes de proportion entre les deux. Mais la deuxième conclusion, donc la règle du 20-80 s'applique. 20 % de la population représente 80 % des cas. Mais pourquoi on fait le confinement? C'est le 3e tableau. Puis ça, pour moi, c'est vraiment important. Puis on l'a vu, pourquoi on a ce changement-là au cours des dernières semaines? C'est que si vous regardez toujours les mêmes 3 catégories de personnes, c'est-à-dire la ligne bleue, ce sont nos enfants, là, 0 à 17 ans.
On est passé, lorsqu'on avait environ 1000 cas par jour, on est à peu près au mois de novembre, on avait environ pour les enfants 200-250 cas par jour, ce qui était nos cas dans les écoles. Et on avait pour nos personnes âgées environ 200-250 cas. Lorsqu'on s'en va vers 2500 cas, on voit qu'il y a eu une augmentation, mais on est passé de 200 à 300 ou 400 cas. Mais regardez la catégorie 18 à 64. Et c'est là qu'elle est la contagion communautaire. Ça, c'est nos travailleurs qui ont passé de 700 personnes à près de 1800 personnes. Puis regardez les pics des fêtes. Alors donc, quand on dit que oui, il faut protéger nos plus vulnérables, c'est eux qui sont à l'hôpital, mais en même temps, ici, cette catégorie-là de personnes, pour toutes sortes de raisons, soit au travail, soit par les visites, soit par le gardiennage, c'est eux qui font la contagion entre les deux groupes. Donc, si on se résume, oui, on le fait pour nos hospitalisations, pour nos personnes aînées, mais il faut arrêter cette contamination-là, qui est la contamination communautaire. Puis je le répète, ces graphiques-là, on va les suivre de très, très près dans les prochaines semaines, parce que c'est ça qu'on devrait voir baisser si on veut être capable de réduire l'impact sur nos hospitalisations. Je voulais juste faire cette précision. On va passer à Henri Ouellet-Vézina du journal La Presse. Oui, allô, vous m'entendez bien? Oui. Je commencerai par revenir sur deux secteurs dont on n'a pas beaucoup entendu parler dans ce point de presse-là, c'est-à-dire les musées et les galeries, et également les garderies, les CPE. Qu'est-ce qui advient de ces deux secteurs-là? Est-ce qu'il va y avoir davantage de mesures? Comment ça se passe dans les prochaines semaines pour ces deux secteurs? Musées vont continuer d'être fermés, les garderies vont continuer d'être ouvertes. Donc, il n'y a pas de changement dans ces deux secteurs-là. Excellent, merci. Maintenant, pour M. Dubé ou M. Arruda, je voulais revenir sur la question des aérosols. Je sais, M. Legault, vous avez dit tantôt qu'il y aura un point de presse après-demain là-dessus, mais j'aimerais ça qu'on m'en dise un peu plus. En début de semaine, il y avait quand même des centaines d'experts et de scientifiques qui demandaient au gouvernement de reconnaître le rôle de la transmission par aérosol puis de l'intégrer à la stratégie. Donc, j'aimerais savoir quels gestes vous comptez poser, notamment dans les écoles, au-delà du masque, là, pour tout ce qui est ventilation, quels gestes on compte poser au gouvernement au retour en classe, là? Écoutez, comme on a dit, on se préoccupe de la revision de la littérature. D'ailleurs, on a regardé tout ce qui se publiait en termes d'éléments de ventilation puis d'aérosols pour voir dans quel contexte de soins il pourrait y avoir des améliorations, dans le contexte scolaire, etc. Je ne veux pas rentrer dans le détail puis commenter avant que le rapport soit publié, mais on a véritablement fait l'analyse, vu ce qui pourrait être fait dans le contexte du Québec, là. Donc, je pense que l'information va venir au cours des prochains jours. Dr Massé, qui a travaillé avec le groupe interministériel, va pouvoir répondre à toutes ces questions-là. On va passer à Émilie Pelletier, Le Soleil. Oui, bonjour messieurs, vous m'entendez bien? Oui, très bien. Donc, bonjour à vous trois. Peut-être, Monsieur Legault, j'aimerais vous entendre. On a abordé le cas des personnes seules. Donc, elles peuvent recevoir, oui, un visiteur, mais qu'en est-il là par rapport aux sorties et puis aux visites dans les résidences pour aînés ou encore les CHSLD? Je peux peut-être y aller. Oui, puis peut-être, ce que j'aimerais dire, c'est que premièrement, les règles qu'on a mises en place là, de façon générale pour la période des fêtes vont continuer. Ça, c'est le grand principe. Ce que j'aimerais faire comme précision, c'est qu'on ne veut pas justement laisser les personnes seules, puis il faut que ces personnes-là soient capables d'obtenir une visite. La seule différence qu'on va faire, c'est au niveau des CHSLD, puis là, je dirais particulièrement pour les proches aidants, ce qui est très important, puis on a discuté beaucoup avec la ministre Marguerite Blais pour s'assurer qu'on le faisait correctement pour protéger ce principe-là. Ce qu'on va donner, c'est l'accès à 2 proches aidants, parce que la période est quand même assez longue, on parle d'1 mois, pour que des proches aidants puissent se remplacer auprès d'une personne qui serait en CHSLD. Dans le cas, par exemple, des RPA ou des autres maisons, on pense par exemple au RI, aux ressources intermédiaires, pardon. Alors là, ce qu'on veut, c'est
que ça soit le même principe, c'est que ça soit une personne à la fois. On demande de limiter le plus possible le nombre de visites, mais ça peut être différentes personnes, mais ce qu'on veut, c'est une personne par 24 heures. Je ne sais pas s'il y a d'autres choses à rajouter. Il faut comprendre qu'on est dans une période très intense de transmission. Comme le disait le premier ministre, faites attention à vos aînés, aux aînés de ne pas essayer de s'exposer. Le vaccin s'en vient pour vous bientôt, au courant de janvier, février. Je pense que c'est l'espoir. Et je pense que même un des éléments qu'on avait permis, c'était qu'on pouvait sortir dans une bulle familiale. Là, c'est plus le cas. Ça, c'était pour la période des fêtes, pour permettre d'aller souper à Noël avec une famille. C'est une personne ou deux aidantes qui peuvent venir visiter. Encore là, comme disait le premier ministre, avec une distance et un masque. Peut-être aussi ce qui va arriver dans certaines résidences pour personnes âgées, c'est que les services à la cafétéria, un peu comme au restaurant, ne seront plus faits à la cafétéria. Les gens vont avoir un service dans leur unité pour éviter les contacts, compte tenu que ça circule tellement. Vous savez, ça circule beaucoup à l'extérieur, donc ça peut rentrer et ça peut se propager. C'est cette période-là de 3 semaines, 4 semaines qu'on demande de plus. Et de grâce, faites attention à vous. Parce qu'on aimerait ça que le vaccin vous aide à gagner plusieurs années de vie et pas les perdre parce qu'on a été imprudent actuellement. Merci beaucoup. Alors, ma seconde question, peut-être pour M. Dubé ou M. Arruda, ça concerne un cas précis qu'on a vu ici dans la capitale nationale. Vous avez sans doute vu qu'il y a un préposé aux bénéficiaires du CHSLD Saint-Antoine, ici à Québec, qui a perdu la vie le 2 janvier. Il n'avait pas été vacciné. Mais parallèlement à ça, il y a des groupes de travailleurs qui continuent de plaider pour le port du masque N95 parce que plusieurs membres du personnel soignant contractent la COVID-19 malgré l'équipement. Peut-être du côté de la santé publique, est-ce que c'est une possibilité qui est examinée de faire un projet pilote possiblement pour essayer le port du N95 dans les CHSLD, par exemple? Comme je vous l'ai dit, il y a un rapport qui va sortir sur la question des aérosols, de la transmission, des éléments de ventilation, puis des recommandations ce qu'on appelle nos comités de prévention des infections nosocomiales, qui va nous donner les éléments. Si jamais il y avait des usages différents ou améliorés d'utilisation, il faut juste comprendre que N95 est habituellement recommandé dans des situations où il y a des aérosols. Le N95 est excessivement difficile à porter toute la journée, mais on va bien entendu adapter nos pratiques si c'est nécessaire selon les avis des experts qui sont en cours actuellement, qui vont rentrer au cours des prochains jours. Parfait. On va passer à François Carabin du journal Métro. Bonjour, messieurs. Monsieur Legault, il y a actuellement 700 ou plus de 650 éclosions en milieu de travail, des éclosions toujours actives. Qu'est-ce qui explique ce chiffre, malgré que vous ayez demandé à la mi-décembre aux entreprises de procéder à du télétravail obligatoire? Bien, sur la question des éclosions, puis comme vous savez, là, c'est quelque chose qu'on suit de très proche. Dans certaines éclosions, puis notamment du côté du milieu de travail, la bonne nouvelle, c'est que c'est pas tellement maintenant le nombre d'éclosions qui est en hausse. Au contraire, je pense qu'on a une certaine stabilité. C'est le nombre de cas à l'intérieur de ces éclosions-là. Puis on pourra vous fournir des statistiques parce qu'on les suit quand même de très proche. Alors donc, ce que je vous répondrais, puis ce qu'on a... Et c'est pour ça qu'il va falloir raffermir les mesures à l'intérieur des entreprises, parce que les entreprises qui suivent très bien les mesures, on le voit que lorsqu'il y a une éclosion, on est capable de limiter le nombre de cas. Et c'est ça qui est important, parce que ce n'est pas tellement l'éclosion comme telle, comme le nombre de cas qui vont suivre. Alors, moi, ce que je vous dirais, et après cette analyse-là qu'on a faite en détail avant de recevoir les recommandations de la santé publique, c'est maintenant de revenir, et c'est pour ça qu'on va réimpliquer la CNES, la Commission pour la santé et sécurité de travail, pour s'assurer que sur tous les sites, que ce soit en termes de construction, en termes de manufacturiers, que nos employeurs, que ce soit des petites, des moyennes, grandes entreprises, reviennent avec les mesures pour s'assurer que les mesures sont bien suivies. Alors, ce n'est pas uniquement le nombre d'éclosions, mais les cas qui ont augmenté, et c'est ça qu'il faut surveiller. Je vais insister sur le fait qu'il faut redevenir très rigoureux dans notre approche au cours des prochaines semaines. Parce que, comme tout, c'est facile de relâcher puis de dire que le problème n'est pas là. Et je peux vous dire que les secteurs manufacturiers qui entraînent le plus d'éclosions, c'est des secteurs, malheureusement, qu'on ne peut pas fermer,
comme dans l'agroalimentaire, dans les abattoirs, puis quand il y a tellement de transmission dans la communauté, c'est normal un peu que des cas soient même attrapés à l'extérieur et viennent dans le milieu de travail. Ce qui est important, c'est que ça ne fasse pas déflamber dans le milieu de travail. Comme dit le ministre, il y a beaucoup d'éclosions, mais des petites qui sont contrôlables. Voilà, mesdames et messieurs, c'était